attendez, je règle la webcam. Voilà. Faut que j'allume la lumière parce qu'on voit rien. Voilà. Normalement, il y a tout qui marche. Il faut que je l'augmente. C'est aimanté. C'est mon ordinateur qui est aimanté. Trop bizarre. Et regardez. L'image du jour. Qu'est-ce que ça dit? Les Japonais commémorent la fondation du Japon et la naissance de la nation, célébrant l'anniversaire du couronnement du premier empereur japonais Jimmu-Tenno. Le 11 février 620 avant JC. C'est un jour férié. Au Japon, lorsque la date d'un jour férié tombe un dimanche, c'est le lendemain qui est férié. Ah, donc demain, les Japonais ne travaillent pas. La chance. Le flemme d'aller travailler demain. Ça va, je travaille que 4 heures. Bon, bah, il y a le chat qui miaule. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va regarder la vidéo de PsychoQuack sur la dépression. Comme ça nous met les bases. Hop là. Complètement déprimé et pas savoir quoi faire de sa vie et que de toute façon tout est nul et qu'on n'arrivera à rien et que en fait ça sert à rien. Mais ça passe vite et la fête revient assez rapidement dans nos vies. Ce qui n'est pas le cas des gens dont on va parler aujourd'hui, dont le cerveau a décidé de se mettre sur off, ce qui va les amener tranquillou vers le suicide. Et ça, je crois que ça pue sacrément la merde. Alors les dépressifs, c'est les gens qu'on imagine les gros fainéants, ceux où on a envie de foutre des coups de pied au cul pour qu'ils se bougent. Sauf que on va voir que c'est pas trop ça, parce que les dépressifs, ils s'en foutent déjà des gros coups de pied au cul. Et ça marche pas très bien. Alors au niveau médical, le terme technique pour la dépression, c'est l'épisode dépressif majeur, si tu veux chercher sur internet. Et c'est un sujet hyper étudié et très large. On n'aura pas le temps de tout faire dans cette vidéo et tu peux la prendre comme une introduction. Et un premier truc hyper important à savoir, pour un épisode dépressif majeur, c'est que c'est pas juste une phase de déprime. D'une part parce qu'elle passe pas rapidement, et qu'en plus le fonctionnement de la personne est complètement bousillé. C'est-à-dire que ça lui pourrit bien la vie et de plein de façons différentes. En détruisant par exemple sa gestion de la nourriture, en détruisant la gestion de son sommeil, la personne elle va perdre tout plaisir, ses sentiments vont être tout déprimants, ce qui est normal parce qu'elle va se dévaloriser constamment ou avoir des idées suicidaires récurrentes. Ce qui aide pas beaucoup à être joyeux. Un truc qu'on connaît pas bien par contre, c'est que la dépression elle atteint des parties assez importantes de ton cerveau qui vont sacrément ralentir les aptitudes intellectuelles de la personne, jusqu'à la faire parler au ralenti et la rendre vachement plus bête qu'elle ne l'est. Et ça va sacrément poser des problèmes pour être efficace dans la vie de tous les jours, ou sortir de la dépression. Maintenant, pour te rendre compte exactement de l'état d'un dépressif, il y a une expérience très rigolote qui va te l'expliquer. Alors, rigolote pour ceux qui n'aiment pas du tout les animaux, parce que ceux qui aiment les animaux, ça va leur faire très mal. Donc, il y avait des chiens dans un enclos. Un enclos en 2 parties. Les chiens étaient à gauche, et ils ont décidé, les chercheurs, d'envoyer du courant électrique pour voir comment réagiraient les chiens. Les chiens, ils sont pas trop cons, ils se bougent et ils vont dans la partie pas électrifiée pour être tranquillou. Ensuite, ils ont mis les chiens dans un enclos B, et ils ont aussi électrifié la zone gauche. Sauf que quand les chiens ont sauté dans la zone droite, ils ont aussi électrifié la zone droite. Donc les chiens sont repartis dans la zone gauche pour se faire réélectrifier encore une fois et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, les chiens ils comprennent qu'il n'y a plus rien à faire et ils arrêtent de bouger et ils se laissent électrocuter. Troisième étape, on les remet dans l'enclos.
et on réélectrocute la zone gauche. Et là, les chiens, il y en a, ils vont sauter dans la zone droite pour pas se faire électrocuter. Sauf qu'on remarque qu'il y a certains chiens qui vont rester dans la zone gauche et qui vont se laisser électrocuter alors qu'ils pourraient s'en sortir. En fait, comme ils ont appris dans une situation qu'ils n'ont aucun pouvoir de changer les choses, ils généralisent à une autre situation et considèrent qu'ils ne peuvent rien y faire aussi. Le terme technique de ce qui vient de se passer, c'est l'impuissance acquise. En gros, c'est le fait qu'à un moment donné, on t'a appris que quoi que tu fasses, ça servait à rien et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce qui est un peu beaucoup l'état du cerveau d'un dépressif. C'est un cerveau qui pense que ses actions n'auront aucun effet, du coup, c'est assez difficile à initier quoi que ce soit, et du coup, il ne fait rien. On prend l'exemple du chien chez un être humain pour que tu comprennes mieux. T'es en boîte, tu dragues tranquillou parce que tu veux pécho, c'est la fête. Puis tu vas bosser ta thèse de doctorat de physique quantique, et là tu tombes sur un prof à la con qui, quoi que tu fasses, te dit que c'est de la merde et que c'est à refaire. Alors tu fais des efforts pour corriger les erreurs, mais ça suffit pas parce qu'en plus le mec il te dit que tes erreurs d'avant en fait elles étaient bonnes et que tu fais encore plus de la merde. Bref, quoi que tu fasses, t'as un retour négatif. Et là ce qu'on peut observer c'est qu'un an après en boîte, tu vas plus draguer. Parce que tu as appris que ce que tu faisais ça servait à rien et que c'était de la merde, et que tu te prendras forcément un vent, et là ça se généralise à plein de trucs de ta vie, et la dépression elle est là. Ce qui pose problème parce que moins t'en feras, plus tu te sentiras impuissant, plus tu seras déprimé, moins t'en feras. À partir de là, en plus, tu peux faire facilement la différence entre deux types de dépression. T'as les dépressions réactionnelles, comme l'exemple précité, putain je parle bien, t'as une vie normale, puis t'as un événement dur où tu es impuissant et t'apprends du coup à l'être partout. Et les dépressions endogènes, où la personne a appris à être impuissant quand il était gosse, et du coup il a construit sa personnalité avec une part d'impuissance en lui. Il a donc vachement plus de chances de tomber dépressif qu'une autre personne. Il y a aussi un autre modèle qui peut expliquer la dépression. La dépression, elle partirait d'un sentiment normal, qui est la déprime. La déprime, c'est cool en fait, car quand ta vie change et que tu dois la réorganiser un peu, la déprime, elle va te pousser à y réfléchir, ce qui va te permettre de réorganiser ta façon de voir les choses et trouver des solutions. Ça expliquerait pourquoi chaque changement de vie, un déménagement, une séparation ou un changement de boulot, augmente les chances de dépression. Et aussi pourquoi les dépressifs ruminent beaucoup et passent en boucle les mêmes problèmes. La question à 5000 balles du coup c'est pourquoi un mec dans une situation de merde il va se sentir impuissant partout après et où pourquoi un mec va rester bloqué et ne pas réussir à réorganiser sa vie comme la déprime nous aide à le faire. Et comme d'habitude quand on reste bloqué sur quelque chose, c'est qu'il y a un cercle vicieux de merde dans l'histoire. Alors pour comprendre, on va apprendre Barnabé Gontran, qui est sur son canapé. Il est tout déprimé, il est triste, fatigué. Il se dit que ça sert à rien de sortir parce que de toute façon, il n'est pas intéressant et que beaucoup de gens sont méchants. Bref, son cerveau ne lui fournit aucune motivation pour sortir ou se bouger. Du coup, il reste sur son canapé, ce qu'il fait qu'il se culpabilise en se disant qu'il est une grosse feignasse qui se bouge pas. Pensée confirmée par sa copine qui arrive en lui demandant ce qu'il fout et que de toute façon il a qu'à se sortir les doigts, sortir avec des potes et postuler à ce putain de job. On va maintenant décortiquer pour bien comprendre ce qui se passe et pourquoi il va pas s'en sortir. Donc BG il est sur son canapé, il est tout déprimé. Évidemment, les émotions et sensations que l'on retrouve le plus dans la dépression, c'est des trucs hard comme la tristesse et une grosse fatigue. Il est quand même bien de savoir que ces états sont influencés par des facteurs externes, genre la luminosité. C'est comme ça qu'on explique que tu sois plus déprimé en hiver. Ou des facteurs internes comme ton niveau de thyroïde ou l'état de ton système nerveux. Bon, premier point. Comme ton cerveau est bien foutu, on sait que tes émotions elles sont liées à ta façon de penser et à ta façon d'interpréter les choses et les situations. Quand tu es content d'aller faire la fête, tu te sens pas triste logiquement. Et quand quelqu'un t'emmerde vraiment, t'as rarement envie de lui dire je t'aime sincèrement. Bon, des fois on va pas trop la logique chez les gens de suite, mais quand on fouille un peu, tu vas voir que c'est hyper logique le lien entre tes pensées et tes émotions. Donc on s'en doute, les dépressifs tout tristes, ils n'ont pas des pensées très très positives qui leur trottent dans la tête. Ça peut être des pensées négatives sur eux comme je suis pas intéressant, des pensées négatives sur les autres comme ils sont méchants, ou sur le monde, genre on peut pas être heureux dans ce monde, c'est trop triste. Bref, une vision du monde bien déprimante, pas du tout nuancée, parce que le mec il va pas se dire bah ouais mais c'est vrai, tu sais, quand je parle des moutons en soirée, les gens ils s'en foutent, je suis pas très intéressant. Non, non, lui il croit à fond qu'il est jamais intéressant dans sa vie. Cette vision du monde particulière, elle peut venir d'un événement particulier, comme s'il s'est fait harceler ou s'il a eu un problème au boulot. Et là on retrouve un peu l'expérience des petits chiens et l'impuissance acquise. Ou alors elle peut être ancrée directement dans la personnalité de la personne, comme une personne par exemple qui a été éduquée sans être valorisée,
et qui du coup a tendance à penser qu'elle est nulle, ou celle sur qui on gueulait toujours dessus, ou alors qu'on a fait passer son frère avant tout le temps, et qui a appris à fermer sa gueule tout le temps, ce qui aide pas pour avoir prise sur les événements quotidiens de notre vie quotidienne de tous les jours. Et là c'est plus hard à s'en sortir, parce que ces personnes, elles ont une sorte de robinet à idées noires dans leur cerveau, qui aime bien en déverser pas mal. Bon, évidemment, quand ton cerveau, là, il considère que tout est foutu, et que ça sert à rien de faire quoi que ce soit, ben la personne, elle en fait moins que d'habitude, parce qu'elle est beaucoup moins motivée, son cerveau n'arrive pas à s'enclencher. Dans l'exemple de Barnabé Gontran, par exemple, c'est qu'il va pas sortir. Ben oui, ça sert à quoi de faire quelque chose si on est persuadé que c'est foutu d'avance? Mais comme il fout pas grand chose, alors qu'avant il était dans un état normal, et c'était la fête dans sa vie, il va avoir un retour hyper négatif sur son état actuel. Et ses proches aussi vont avoir un retour négatif sur lui, comme sa copine qui l'engueule. Et là, il faut comprendre que le dépressif, des coups de pied au cul, il s'en fout déjà un bon paquet. Et qui s'auto-flagelle lui-même d'être dans cet état. Sauf que comme il a juste pas un problème de fainéantisme, une maladie qui bloque ses capacités d'action, et bien tous les coups de pied au cul qu'il veut se donner, c'est juste des coups de pied qui se fout dans la gueule et qu'il enfonce dans sa propre tombe. Et quand les proches s'y mettent, ben ça lui confirme juste la merde qu'il est et qu'il pense qu'il est. Ce qui va pas le rendre joyeux plus que ça, qui va augmenter sa dépression, confirmer qu'il est une merde et sa vision négative du monde, et le démotiver encore plus, etc., etc., etc. Et pouf, 6 mois après c'est encore pire parce que sa meuf l'a quitté et que la dépression lui a flingué le lobe frontal et vachement diminué sa capacité à trouver une solution. Bon, tu vois, il y a plein de trucs qui déconnent dans ce cercle vicieux, mais en même temps, s'il y a plein de trucs qui déconnent, ça veut dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer pour l'aider, ce petit Barnabé Gontran. Et je pense que là, il est temps qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire. En immobilier, acheter un bien pour le louer, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour vous créer votre liberté financière. On vous dit que c'est... Et un petit avant-propos important quand même, c'est que là je vais te proposer plein de techniques qui peuvent aider et je vais les affilier à certaines cases. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est dans un cercle qui peut tourner très vite, dès que tu changes une case, il y a tout qui change. Donc c'est plus facile pour moi de présenter les choses comme ça, mais toutes les techniques que je vais présenter vont pas forcément jouer que sur la case dans laquelle je les présente. Voilà, c'est histoire que tu restes pas bloqué sur ce que je viens de dire. Bon, on va prendre les cases une par une et voir ce que l'on peut faire, parce que la dépression, ça a été vachement étudié et il y a plein d'idées déjà. On sait par exemple que si tu balances de la lumière d'un certain spectre, cela peut t'aider à gérer la fatigue. L'idée, c'est de gérer la mélatonine que tu as en toi. La luminosité que reçoivent tes yeux, elle va modifier ton taux de mélatonine et ça va jouer vachement sur ta fatigue. En hiver, la luminosité baisse, et donc tu es plus enclin à la fatigue et au sommeil, ce qui joue dans la dépression. Aussi, si tu es dépressif, un petit dosage de ta thyroïde, ça peut être pas mal. Et tu as aussi les antidépresseurs qui sont censés agir directement sur ton activité sérotoninergique, impliquée fortement dans la dépression. En général, le traitement par antidépresseur d'un épisode dépressif dure de 6 mois à 1 an. Au-delà, c'est quand même bien d'essayer d'agir sur une autre case pour éviter de rester bloqué avec des antidépresseurs à vie. Du coup, tu as compris la logique de mes schémas. S'il y a une case ici, c'est qu'il y a un intérêt à le changer. Et de ce côté, tu as plein de techniques, par exemple des techniques TCC, qui vont essayer de rendre ta vision du monde plus réaliste. Alors le but, c'est pas de se forcer à penser positif, mais de diminuer les distorsions de la réalité. Par exemple, quand tu as fait une connerie, si tu te dis je suis une merde, c'est quand même super éloigné de la réalité, parce que je sache, t'es pas en train de noyer des bébés ou tuer des millions de gens. Donc t'es pas une aussi grosse merde que ça. Par contre, si tu te dis, bah là j'ai merdé, ou des fois je suis nul, c'est vrai, eh bien c'est plus réaliste, parce que des fois, oui, ça arrive à tout le monde de merder. Et du coup, tu as moins de chances de ressentir des émotions compliquées que si tu te dis que t'es une merde tout le temps. Et les dépressifs ont de fortes distorsions de la réalité. Mais des fois, les techniques de modification des pensées, ça ne suffit pas, parce que le robinet de ton passé, il déverse trop de distorsions de la réalité. Du coup, tu as d'autres techniques qui ont été inventées, que certaines thérapies essaient de regrouper, même s'il n'y a pas encore assez de preuves que la thérapie des schémas, par exemple, à elle seule suffise pour la dépression. Il y a aussi les thérapies psychodynamiques que l'on peut proposer, même si les études sont très mitigées, et le principe d'action semble être le même que la thérapie des schémas aux dernières nouvelles. Bon, pour cette case, par contre, ça va être difficile d'en parler, car c'est tellement différent selon les situations que c'est difficile d'en faire des généralités. Tu vois bien qu'une séparation, par exemple, c'est pas la même chose que du harcèlement sexuel au boulot. On va passer donc à l'autre case, et on peut essayer aussi de remettre en selle la personne en lui permettant de réagir
et de reprendre prise sur sa vie. Ce qui est important, ça va être de trouver un équilibre entre les actions utiles et celles qui font plaisir. Parce que si tu fais que des trucs qui te font plaisir, bah tu finis dans la merde, ce qui aide pas à se sentir bien. Et si tu fais que des trucs qui te sont utiles, sans plaisir, eh ben tu finis par perdre progressivement toute motivation à faire des efforts. Faut voir que le dépressif sévère, s'il se douche et qu'il s'habille correctement, c'est déjà la fête. Et s'il prend du plaisir à manger un bon gâteau au spéculoos, c'est déjà la fête. Donc faut pas oublier que s'il se relance pas sur ces deux tableaux, ça va vite bloquer. Pour le retour des proches, on a une thérapie interpersonnelle qui marche bien pour la dépression et qui vise en gros à rétablir les relations que tu as avec tes proches pour casser la boucle. Et pour l'autoflagellation des dépressifs, tu as des techniques qui vont rechercher plus de bienveillance envers soi, comme la mindfulness, même si pour l'instant c'est pas suffisant pour sortir de la dépression, mais ça t'empêche d'y retomber. Et il y a aussi d'autres thérapies qui vont te pousser à accepter ta situation actuelle pour mieux avancer, comme l'acte. Même si là, encore, on n'a que des études préliminaires qui montrent que ça marche dans la dépression, on manque encore de recul là-dessus. Bref, avec une dépression, tu as un paquet d'angles d'attaque disponibles. En général, ce qu'on fait, c'est que des interventions extérieures et l'activation comportementale, on les propose en premier quand la dépression est sévère. Car comme le mec il est ralenti quand il est déprimé, ça va l'empêcher de se lancer dans un truc hyper intellectuel où on a besoin d'un recul sur soi important. Par contre, pour finir, il y a un truc super important dans la dépression. C'est que quelle que soit la case que tu choisis au départ, va falloir s'assurer de régler tous les soucis présents dans toutes les cases, sous peine de tout refaire partir en vrille. Parce que le gros problème de la dépression, c'est pas de s'en sortir, parce qu'il y a un taux de rémission assez spontané. Le plus gros problème qu'on a remarqué, c'est qu'une fois que tu es tombé dedans, tu as de fortes chances d'y retomber encore. Et plus tu tombes dedans, plus c'est long, plus c'est dur, plus ça va être difficile de s'en sortir. Par exemple, on a remarqué qu'on peut détruire le cercle et sortir de la dépression sans modifier forcément le robinet de pensée négative qui vient de ton passé. Et ça, c'est la porte ouverte à toutes les dépressions. On sait aussi que même des thérapies bien efficaces dans la dépression ne remettent pas forcément en place toutes tes fonctions intellectuelles sur le court terme. Ce qui fait que tu vas toujours en chier plus dans ta vie après une dépression, ce qui est la porte ouverte aussi à une autre dépression. La dépression, en fait, c'est un peu comme le cancer. Si tu en laisses la moindre trace, il y a des chances que ça reparte un jour. C'est pour ça que, comme pour le cancer, on recommande à certains patients de vérifier quelques fois par an que cela reparte pas en vrille, même après qu'ils aient été soignés de leur dépression. Voilà, ça t'a introduit plein de choses sur la dépression. Mais le plus important, c'est de savoir que les coups de pied au cul, ça marche pas, parce que c'est pas de la fainéantise, c'est quand même une maladie assez grave, parce que leur cerveau n'arrive plus à initier des actions correctement. Je sais pas si t'as déjà essayé d'accélérer sur une voiture qui avait plus d'essence, ça marche pas très bien. Et là, comme je disais, c'est qu'une intro parce qu'il reste plein de sujets importants. Les différents types de dépression, les fonctions que ça atteint dans ton cerveau, la rechute dépressive, les différents modèles. Donc il y a encore plein de choses à aborder sur le sujet. Moi, je sais pas trop ce dont j'ai envie de parler si je fais une prochaine vidéo sur la dépression. Donc tu peux me foutre dans les commentaires ce qui t'intéresse le plus et les questions que tu te poses encore. Et comme ça, je m'en servirai pour savoir quelle vidéo je vais faire. Je te rappelle qu'en attendant, tu peux toujours voter pour les sujets qui t'intéressent. Bon, voilà. Du coup, on a les bases sur ce qu'est la dépression. On regardera peut-être les commentaires après. On va se remettre sur le live. Voilà. Voilà, alors je vais parler de mon expérience avec ça. Donc en fait, je pense que c'était un peu... Enfin, j'ai été dépressive assez jeune, mais c'était pas une grosse dépression, c'était plutôt léger. Et c'était surtout l'été parce que je m'ennuyais beaucoup. Et en fait, ça venait beaucoup de l'ennui à la base. Donc
faut savoir que j'ai pas été diagnostiquée avant l'âge de 24 ans, donc il y a 2 ans. Et que du coup, je vivais avec ça depuis l'âge de 15 ans. Donc c'était vraiment une dépression sévère. Donc ouais, j'ai vécu plus de 10 ans avec la dépression. Et que maintenant, j'ai des médicaments pour m'aider. Et que du coup, ça m'aide quand même pas mal, beaucoup. Que ça me donne la force en fait de ranger ma vie correctement. Que sans les antidépresseurs, je pourrais pas vivre littéralement. Donc ouais, ça m'aide à me donner la force à remettre tout en ordre, d'aller au travail, de voir mes amis, de m'occuper de mon chat, de m'occuper de mon appart, même si je galère. Et enfin, je ressens plus trop de tristesse ni trop de douleur, mais il y a quand même quelque chose de... Ah, coucou Pinocchio, comment ça va? Ouais, du coup je disais, il y a quand même un poids qui est sur mes épaules qui reste, parce que je vois que, enfin, c'est pas... je vis pas ma vie pleinement encore. Ça va et toi? Ouais, ça va. Du coup, là, je parle de la dépression. T'as loupé la définition de psychoquac. En gros, c'est une maladie qui joue en fait sur les hormones dans ton cerveau. En gros, la sérotonine qui est plus sécrétée que normalement. Et en fait, toutes les hormones positives, donc sérotonine, mélatonine pour dormir, ou qui est trop sécrétée ou pas assez, ça dépend des cas. De la dopamine. Puis les autres, je me rappelle plus leur nom. Et en gros, voilà, t'arrives pas à te motiver, t'arrives pas à avoir à bouger, à prendre des décisions ou à changer. Et tu ressens une énorme douleur sur la poitrine, sur les épaules, un gros poids sur les épaules. Enfin, c'est moi comme je le vivais. Tu habites dans le 73, je vois des montagnes MDR. Non, j'habite en Isère, mais je viens du 73. Hi, dealer de cactus, c'est marrant. J'aime bien ton pseudo. Mais ouais, c'est de mon appart, on voit toutes les montagnes autour de Grenoble. On voit pas trop les belles donnes, faut aller vraiment tout au bout, mais ça va et toi? J'espère que tu vas bien. Du coup, on parle de la dépression. Du coup, ouais, vous avez loupé la présentation de PsychoQuack. Mais en gros, du coup, là, je parlais de mon expérience personnelle. Du coup, enfin, je pense à cause du TDAH, je m'ennuyais beaucoup. En fait, j'avais besoin de beaucoup de stimuli. Mais j'arrivais pas à en trouver parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse du sport, ils voulaient pas que je fasse de la guitare, ils voulaient pas que je fasse rien du tout. Et j'étais une personne très solitaire, donc j'avais pas beaucoup d'amis et je voyais très peu mes amis. Du coup, ouais, je dirais de mes 11 à mes 15 ans, j'avais une dépression légère, enfin, surtout l'été. Enfin, voilà quoi, j'avais du mal à me faire des amis, à vraiment me sentir épanouie. Et du coup, ouais, c'est vraiment à mes 15 ans que j'ai eu en fait mon premier traumatisme, qui était un traumatisme quand même assez grave, sans rentrer dans les détails. Et force, ouais, merci. Du coup, ouais, j'étais en dépression sévère, donc dès ce traumatisme-là. Et en fait, je ressentais énormément de peine et de chagrin et de douleur. C'est extrêmement douloureux, faut quand même le dire. C'est pas juste, ouais, j'arrive pas à me motiver, je sors pas du lit. C'est quelque chose qui est douloureux physiquement. Et je pense que c'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Et puis après, il y a aussi les angoisses, il y a quoi d'autre? Enfin, il y a plein comment on dit, ah, c'est quoi le mot? De comorbidité, voilà. Il y a plein de comorbidités à ça. Et justement, les personnes qui sont autistes et TDAH, ils ont plus de chances de devenir dépressifs ou, euh, ou anxieux. Donc déjà, je partais mal dans la vie. Et ouais, voilà, du coup, j'ai vécu ce traumatisme et ça m'a anéanti. En fait, la seule chose qui me faisait tenir, c'était une chanson. Donc c'est Counting Stars de One Republic.
Et en fait, je l'ai écouté et puis ça me donnait de l'espoir. En fait, je voyais de la beauté, je voyais plein de choses dans cette chanson. Déjà, je sais pas si vous connaissez les paroles, mais c'est une chanson très anticonformiste, très, avec beaucoup d'espoir enfin voilà, qui est beaucoup de motivation qui me venait de cette chanson. Du coup, je l'écoutais en boucle, je l'écoutais je ne sais pas combien de fois, peut-être 1 million de fois. Je crois qu'elle a, elle a plusieurs milliards de vues, en fait, c'est tout moi. Donc, quand même pas, mais voilà quoi. Et voilà, je me suis raccrochée à ça. Enfin, après, je me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais dépressive. En fait, je savais pas ce qui m'arrivait parce que je voulais pas. En fait, j'avais 15 ans, quoi. J'ai pas un master en psychologie, je pouvais pas savoir ce que c'était, quoi. Je pensais juste que je m'ennuyais. Enfin, au début, c'est ce que je pensais. J'avais pas du tout fait le lien à ce traumatisme parce que je pensais pas que c'était un traumatisme alors que clairement, c'en était un. C'était pas quelque chose de normal ou d'acceptable. Et du coup, voilà, je suis rentrée en première, j'étais énormément dépressive. Enfin, tout ce que je faisais, c'était écouter de la musique et du dessin et tout ça. En fait, et mes amis me soutenaient pas trop parce qu'ils comprenaient pas trop mon état en fait. Enfin, je réagissais très peu, j'étais pas vivante quoi. C'était vraiment comme si une partie de moi était morte. Et du coup, ouais, j'ai perdu des amis. Mes amis, ils étaient pas très aidants. Enfin, ils me laissaient beaucoup de côté. Donc, ensuite, voilà, j'ai avancé dans cette vie. Et aussi, je suis devenue très insomniaque. Je dormais 2 3 heures par nuit maximum. Et c'était pas un sommeil du tout réparateur. Enfin, le matin, je me réveillais, j'étais crevée. Enfin, et toute la nuit, en fait, je ruminais. Je me disais que j'étais inutile, j'étais pas assez intelligente, j'étais pas assez jolie, j'étais pas assez tout. En fait, il y a tout qui allait pas. Et je ruminais ça toute la nuit, tout le temps. Donc, donc voilà, ça vous explique un peu comment ça peut être la dépression chez l'adolescent. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis, je parlais pas à mes parents. Enfin, j'avais du mal à exprimer mon mal-être. C'était assez compliqué. Voilà quoi, parce que j'avais besoin d'aide et je savais pas, en fait, déjà je savais pas que j'étais dépressive, enfin je savais pas que j'avais besoin d'aide, je comprenais pas, je pensais que c'était juste la situation qui me convenait pas. Du coup j'ai changé de lycée. Au début ça allait mieux parce que j'ai trouvé des gens, enfin je pensais avoir trouvé des gens qui me soutiendraient plus, des gens qui me correspondaient mieux, mais en fait je me suis trompée parce qu'au bout d'un mois ou deux c'est parti en couille. Ouais, les gens se sont. Enfin, ils- enfin, je me sentais toujours à l'écart, tout ça. Donc, ouais, c'était redevenu compliqué. Je dormais toujours très peu. Euh, et je parlais qu'aux gens de ma classe. Après, les autres classes, les gens me faisaient peur. Du coup, j'avais un peu. J'étais déjà extrêmement timide. Donc, j'avais du mal à m'intégrer. Et du coup, ouais, j'ai écouté aussi des chansons tristes et tout ça pour extérioriser ma peine, mais enfin, j'arrivais pas. En fait, je pensais que c'était la situation qui me rendait comme ça parce que je voulais venir, enfin, je voulais vivre de ma passion, quoi. Je voulais voyager, je voulais faire de la musique, je voulais faire plein de choses et puis j'y arrivais pas. J'étais pas assez bonne, j'étais pas assez intelligente, enfin, comme je disais tout à l'heure. Et je pensais que c'était à cause de ça que je déprimais parce que j'étais trop idéaliste. Mais en fait, non, c'était pas du tout ça. Enfin, le temps que je m'en rende compte, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Du coup, ouais, c'était comme ça au lycée. Après, à l'université, au début, en fait, vu que j'ai perdu tous mes amis de lycée, je m'isolais, enfin, comme j'en parlais dans mon autre live, mais du coup, je vais le redire. Ouais, mes amis du lycée étaient dans. Pareil, j'ai fait mes études à Grenoble, donc j'avais des amis du lycée qui étaient aussi à Grenoble, ils m'ont complètement gerté, enfin, ils me parlaient plus. Ils essayaient pas de me voir ni rien, ni savoir comment ça allait, tout ça. Enfin, on me disait aussi, enfin, quand je me plaignais à mes amis, je disais que ça allait pas ou que je trouvais qu'ils me laissaient un peu de côté et tout ça. Ils me disaient, ah oui, mais toi, t'inquiètes pas des autres, tu me demandes pas si ça va. Par exemple, t'es pas au courant
de ci, de ça, et maintenant comment ça va? Ah bah attends, je vais y venir. Je fais par ordre chronologique, sinon après ça va trop partir dans tous les sens. Mais ça va mieux. Ça va mieux quand même. J'expliquerai à la fin, mais ça va quand même mieux. Enfin voilà quoi, mais ma meilleure amie, elle m'a dit, enfin ma meilleure amie de l'époque, elle m'a dit, ouais, mais euh, j'ai mon autre amie, elle a vécu pire que toi, genre on lui jetait des cailloux sur elle, et toi, t'as pas vécu de choses bien, enfin t'as rien vécu quoi. Et qu'est-ce que t'en sais, ce que j'ai vécu en fait? Tu sais pas, hein? Ça se trouve, j'ai eu une enfance difficile, enfin j'ai eu une enfance difficile, mais pas tant que ça non plus. Peut-être un peu plus difficile que la moyenne à cause de mes handicaps, mais sinon, enfin, mes parents me battaient pas, enfin, j'étais pas particulièrement harcelée, enfin, donc, ouais, enfin, j'ai pas vécu une enfance trop difficile non plus, mais tu sais pas si la personne, ce qu'elle a vécu. Et du coup, ben, enfin, à cette époque-là, je pensais que j'avais rien vécu aussi. Du coup, bah, je comprenais, enfin, ça m'a juste laissé dans mon incompréhension de ce que je vivais. Et puis, ouais, après l'université, je me suis fait des amis et ça allait beaucoup mieux. Euh, et du coup, le mieux où je suis allée sans médicaments, c'était justement dans mon second semestre d'université. Je sortais, je voyais des amis, enfin, je faisais de la guitare, je faisais du dessin, je faisais plein de choses. Et j'avais l'impression de compter pour quelqu'un, enfin, ça. Et puis mes études me plaisaient, donc ça allait beaucoup mieux. Mais après, je suis allée en Irlande pour travailler dans un restaurant pendant 3 mois l'été. Et après, j'ai fait un Erasmus à Bristol. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que la façon. Si tes amis attendent que tu prennes des nouvelles de toi aussi, ça bloque forcément, les deux ne en communiquent pas. Oui, Mo, t'as raison. Enfin, oui, mais après, moi, à cause de ma dépression, j'avais l'impression de déranger les autres. Enfin, je savais pas. En fait, j'avais l'impression de tout le temps déranger les autres. Et du coup, bah, je prenais pas des nouvelles. Enfin, voilà quoi. C'est pour ça la communication c'est important. Ouais, mais je savais pas communiquer à la base. Déjà, de mes handicaps, c'est compliqué la communication. Et même si j'essayais de pas perdre mes amis, mais en fait, ils me rejetaient complètement, quoi. Enfin, si j'envoyais pas de message, ils m'envoyaient pas de message. Donc, ça a l'air qu'un peu. Ça a l'air des quiproquos, malheureusement. Ça fait. Ouais, mais je pense que mes parents, n'importe quoi. Mes amis étaient saoulés de moi parce que. Oui, oui, t'inquiète, j'avais compris le mot. Et ouais, du coup, c'est grâce au mouvement MeToo en fait que j'ai entendu parler de ça et je me suis un peu intéressée à ce que vivaient ces femmes et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je vivais aussi, que en fait la manière dont me traitaient les hommes c'était vraiment pas normal, c'était pas acceptable et que en fait en rien c'était ma faute quoi. Parce que je vais pas rentrer dans les détails mais il y a des choses que les hommes faisaient et que c'était à l'encontre de mon consentement ou c'était vraiment déplacé ou c'était de l'harcèlement ou autre chose. Et je me suis rendu compte de ça et ça m'a. En fait, je les comprends car si tu t'appelles Dracula, peut-être ils ont un peu peur que tu les tues. Et encore, tu n'as pas vu ma personnalité avant. Avant, j'ai une personnalité où vraiment je faisais peur. Mais marrant ta blague. Je note. Et bonjour Koala. Mais j'en étais où? Ouais, du coup, c'est comme si mon monde il s'était effondré parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu c'était vraiment un traumatisme grave et que c'était pas normal et il faut savoir que j'ai jamais cherché, j'ai oublié je crois que j'ai pas trop précisé, mais j'ai pas cherché à chercher de l'aide justement parce que je pensais pas que je pouvais être aidée. Parce que je pensais que si j'essayais ça marcherait pas que enfin au lycée il y avait des permanences de psychologues ou des psychiatres et tout ça et j'avais l'impression qu'en fait ils pouvaient pas m'aider
Et j'avais peur des antidépresseurs parce qu'avec des effets secondaires et tout ça, ça me faisait peur parce que j'en entendais parler du mal. En fait, tous par exemple, je suivais des musiciens, des chanteurs, et tout ça. Ils disaient que les antidépresseurs, ça les faisait sentir bizarre, que ça aidait pas. Je peux t'aider si tu veux, si tu as besoin de parler. Ben, tu peux rester sur mon live et m'écouter si ça t'intéresse, parce que du coup, c'est un peu mon témoignage en fait. Euh, si tu veux regarder aussi les autres vidéos sur ma chaîne ou sur ma chaîne YouTube, en gros, en fait, j'ai lancé le pas podcast où en fait, c'est une discussion autour d'un thème sur la santé mentale. Antidépresseur, ça fait juste que ça te démonte les neurones au fur et à mesure, mais sur le coup, ça te fait te sentir bien, oui. Oui, bah moi je suis sous antidépresseur justement, j'expliquais tout à l'heure. Et que justement ça m'aide à me donner la force de remettre dans mon quotidien tout en place en fait. D'apprendre de l'assurance, d'aller au travail, de faire tout ce que j'ai besoin de faire et d'arranger en fait ma santé mentale. Parce que je fais aussi une thérapie avec une psychologue et on va travailler sur les traumatismes, et sur tout ça. Mais je pense que j'ai ça aussi avec la résilience, j'ai appris pas mal de choses sur moi. Après, j'expliquerai. Enfin, j'essaie de parler ma vie dans l'ordre parce que sinon après je vais m'éparpiller. Trouver un moyen plus sain que des opiacés, etc. Ça sera toujours mieux que pour ton cerveau. Ah, je n'ai pas d'opiacés. T'inquiète pas. Et j'ai 2 antidépresseurs quand même. Et c'est quand même ça. Et j'ai un médicament pour l'anxiété aussi, mais ça, je peux pas m'en passer. Autant les antidépresseurs, je pense que je pourrais m'en passer d'ici quelques mois, un an peut-être. Mais c'est pas de l'anxiolytique, c'est de l'olanzapine. C'est pour faire taire un peu les angoisses. Et en fait, parce que moi, dans ma tête, ça tournait, ça tournait, ça retournait. Et j'avais toutes des idées angoissantes. Et même physiquement, j'étais angoissée, j'avais des vertiges et tout ça. Et pour l'instant, je peux pas m'en passer. J'ai essayé de baisser la dose et ça allait pas. Non seulement j'avais des effets secondaires parce que j'étais en manque, c'est des microdérivés du Xanax ou du Valium. Non. Ah, je sais pas. T'as l'air d'y connaître. Tu fais quoi comme métier, Koala? Tu serais pas psychologue ou infirmier ou quelque chose comme ça? Tu travailles dans la santé? Parce que t'as l'air de bien t'y connaître. Bah, ça va être super intéressant. Si tu restes par là, si tu peux nous parler un peu mieux parce que par exemple, moi, on m'a prescrit des antidépresseurs et des. Je travaille pour les renards. Les renards. T'as fait une faute ou tu travailles vraiment pour les renards? Je comprends pas. C'est une joke, lol. Parce qu'ici, on adore les renards. T'as vu, il y en a un là, là, et un là. Et j'ai plein d'émotes renards. Mais tu m'as perdu avec ta blague. Du coup, j'en étais où? Ouais, le mouvement MeToo, enfin, je commençais à comprendre que, en fait, je méritais le respect envers les hommes. Et en fait, j'étais devenue très très agressive et très. En fait, fais-toi tatouer un renard. Est-ce que c'est bon pour toi? Attends. C'est bon, tu l'as vu? On mérite le respect entre hommes et les femmes, peu importe le genre. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est bon vu. Bien sûr. D'un cru, mange renard, dans renard, respire renard. J'ai un tapis renard juste là. J'ai plein de trucs renard chez moi. Il y en a plein dans. Là, par là. Des renards que j'ai ramenés du Japon. Du coup, je disais quoi? J'en étais ouais, au mouvement MeToo et en fait, parce que je dis que je méritais le respect des hommes parce que déjà je suis hétéro, donc je vois la relation homme-femme. Aussi parce que les femmes me respectaient. Ben, je vous montre pas ma pièce secrète parce que des renards empaillés, ce sont tous mes amis. Ouais. Du coup, vous m'avez perdu encore. Euh,
ouais, que je méritais le respect des hommes envers moi parce que les femmes me respectaient. Parce que je me suis déjà fait draguer plusieurs fois par des femmes et elles sont très respectueuses. En fait, elles n'ont jamais eu de gestes déplacés, elles ont jamais rien fait de déplacé en fait, que ce soit dans les mots, dans les gestes, dans tout. Et alors que les hommes, c'est une autre histoire quoi. Les hommes par exemple qui te font boire pour pouvoir t'embrasser, plus des affinités et que ben forcément ça marche pas ou des fois ça marche malheureusement. Et ah oui bah tiens j'ai aussi ce bracelet renard, je joue avec depuis tout à l'heure. Attends on voit pas. Euh, et puis j'en ai déjà parlé sur un autre live sur les relations de cet ami là qui profitait de ma faiblesse pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et enfin, je l'ai rencontré quand j'étais à Bristol en Angleterre pendant mon Erasmus et que bah, justement comme je disais, c'est comme si tout mon monde s'était effondré. Du coup, en plus, il montait les gens contre moi, donc tout le monde voyait comme la personne méchante, manipulatrice et tout ça. Il t'a volé ton renard? Non, il a fait pire que ça. Et du coup, enfin, comme je disais, il avait des paroles déplacées, des gestes déplacés. Et moi, je me laissais faire parce que j'ai jamais connu le respect, je savais pas ce que c'était. J'étais un peu dans le déni aussi. Des fois, sur l'instant, j'avais des amnésies sur des choses qu'il faisait. Je me rappelais pas. Et puis après, j'avais un flashback et je me rappelais, je me disais, ouais, c'est pas normal. Et ça m'a pris du temps à me détacher de ça parce qu'on a été amis quand même pendant 2 ans ou 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Non, 2 ans. Pendant 2 ans. Avant que je mette court à cette relation, à cette amitié. Et où j'en suis dans mon histoire, qu'est-ce que je pourrais raconter? euh... Qu'est-ce que je pourrais raconter? euh... Ouais, du coup, la situation n'a pas évolué pendant quelques années. Il y a des moments ça allait mieux, il y a des moments ça allait moins bien. Euh... Du coup, après j'ai vécu un autre traumatisme en 2020, en 2019, fin 2019. Et c'était un traumatisme assez grave, plus grave que l'autre, enfin qui m'a laissé plus traumatisée que l'autre. Et pareil, le temps que je me rende compte que c'était un traumatisme parce que j'étais dans le déni, en fait je pensais que c'était de ma faute, mais alors que pas du tout. Enfin, je vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. En plus, je crois que je pourrais pas le dire sur Twitch et que de toute façon c'est trop dur pour moi de vous le raconter. Mais vous pouvez un peu comprendre, enfin je vous laisse quand même comprendre ce que c'était, enfin ce qui s'est passé, vous pouvez deviner quoi. Et merci de rester quand même respectueux dans le chat ou en privé et tout ça, parce que c'est quand même vachement difficile et tout ce que je dis ça pourrait se retourner contre moi. Enfin voilà quoi. Il y avait un renard dans l'histoire, non? Et du coup, ouais, au début, je me sentais pas triste au début, je me sentais en fait, je me sentais bizarre, un peu anxieuse, mais sans savoir pourquoi. En fait, j'étais complètement dissociée pendant un mois. Et après, quand j'ai compris, au bout d'un mois et demi, quelque chose comme ça, ben pareil, c'est encore tout mon monde qui s'est effondré. Et, et j'ai compris en fait, et j'en ai parlé à ma meilleure amie, enfin qui est toujours ma meilleure amie maintenant, et elle n'a pas du tout réagi correctement, enfin elle m'a un peu fait culpabiliser, et elle s'est énervée contre moi carrément, donc après je lui ai plus parlé pendant un temps, mais elle est revenue vers moi. Et
Du coup, voilà, j'avais peur de le raconter à d'autres personnes parce que j'avais peur de leur réaction. Au lieu de parler du passé, etc., dis-nous plutôt que tu vas faire de bien pour le futur. Non, mais attends, là, je fais mon témoignage. Le but, en fait, c'est qu'on discute de la dépression, de ce que ça fait et comment on s'en sort. Donc là, je raconte mon histoire jusqu'au présent et après, je vais vous expliquer comment ça va, ce que je fais pour aller mieux et tout ça. Donc c'est encore moi qui décide ce que je raconte quand même, c'est mon live. Du coup, j'en étais où? Ouais, du coup, ça allait pas du tout. Du coup, j'ai téléchargé une application pour avoir une psychologue. En fait, parce que je voulais pas avoir une psychologue en physique, parce que déjà, c'était le Covid, c'était en 2020. Et ouais, j'ai contacté une psychologue, mais j'arrivais pas à parler, tout ça. Enfin, euh, c'était assez compliqué. Enfin, je l'ai gardé 1 an, je crois, la psychologue. Mais ça m'aidait pas plus que ça. Parce que j'arrivais pas à en parler. Enfin, j'arrivais pas à aller mieux. Euh, du coup, après j'ai déménagé en Italie. J'ai commencé mon master. Enfin, après, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à aller mieux. Que ce soit en Australie ou en Italie. Pareil, il y a ma meilleure amie qui est revenue vers moi et puis qui m'a quand même aidé. Après, je m'étais fait des amis au Japon et qui étaient là pour moi aussi. Après, par contre, j'avais complètement coupé les ponts avec ma famille. Je leur parlais plus du tout parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'ils me mettaient trop de pression, que c'était trop. Enfin, la relation était compliquée. Du coup, je leur parlais quasiment jamais. Après, je suis retournée en France et ça a commencé à aller mieux jusqu'à un moment où j'ai eu des problèmes au travail et ça a été le pire moment de ma vie. En fait, j'ai fait une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique parce que c'était nécessaire, parce que je bougeais, je sortais plus de mon lit, je mangeais plus, je buvais plus, je faisais plus rien. J'étais vraiment complètement dissociée. Et du coup, bah, j'ai dû faire une hospitalisation. Et après, je suis restée à la maison sans travailler pendant 1 an et demi. Mais parce que j'étais pas capable de travailler à cause de la dépression, de l'anxiété, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé du coup les antidépresseurs, donc clomipramine et olanzapine pour les angoisses. Et j'ai pas trop eu d'effets secondaires pour l'instant, ça va. J'ai juste pris pas mal de poids, mais il me fallait que je prenne du poids. Et voilà, du coup, ensuite j'ai commencé à travailler et ça a commencé à aller mieux. J'ai eu un déclic en fait. Après, je voyais des psychologues, des psychiatres, plein de professionnels de la santé pour m'aider. Du coup, quand j'ai commencé ce travail, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Enfin, il y a quand même des moments où j'ai des angoisses, mais ça reste quand même gérable. Et du coup, maintenant, ça va quand même bien mieux. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même comme si un poids sur les épaules. Enfin, et j'arrive pas à accepter mes traumatismes. En fait, il faut encore que j'y travaille. Et j'ai peur de vivre d'autres traumatismes. Parce que c'est un monde quand même dangereux et ça m'est déjà arrivé 2 fois. Donc pourquoi pas plusieurs fois. Et voilà quoi, c'est compliqué. Donc voilà pour la petite histoire de ma dépression. Ah oui, il faut peut-être que je vous raconte ce que je mets en place pour aller mieux. Donc déjà, j'ai adopté un chat, ce qui m'aide beaucoup. Je parle beaucoup à mes amis, j'essaie de les voir régulièrement. Après, j'essaie de m'épanouir au travail, de faire des choses qui
qui me passionne, qui me motive. J'essaie de voir le bon côté des choses, d'apprendre de mes erreurs, enfin, de profiter de ma vie, de voyager, de bien manger, tout ça. Et quand même, c'est beaucoup moins douloureux qu'avant. J'ai pas de douleur excessive comme quand j'avais adolescente. Quand même beaucoup moins douloureux. Adolescente et adulte quand même, hein. Adulte, c'est quand même... j'ai eu des passages où c'était très compliqué. Ah, on va lire le message que m'a laissé Mo. Attends, je mets le chat sur mon téléphone. Twitch. Alors, alors déjà, je pense pas être dépressive de nature, enfin je ne saurais pas comment dire, mais c'est plutôt par grosse phase. Selon ce qui passe dans ma vie, je n'ai pas de traitement pour ça, j'essaie juste de faire avec. Mais comme ces phases sont là, j'ai juste envie de rester dans mon lit, j'ai envie de rien. Même pour les choses que j'aime faire d'habitude, je veux juste m'isoler ou presque disparaître de ce monde en mode pouf, j'ai jamais existé en fait. Du coup, soit je dors beaucoup pour fuir la réalité, soit d'un côté j'ai beaucoup de mal à dormir à cause de toutes ces pensées intrusives. Soit j'arrive à vivre avec en essayant de pas trop l'écouter, soit c'est dur de vivre avec et d'expliquer à ton entourage que c'est pas juste de la flemme que tu ressens, mais vraiment un grand vide qui te bloque sur beaucoup de choses. J'espère qu'un jour ces phases seront passées. Voilà donc pour l'expérience de mots. Coucou, j'étais en leur douleur que tu parles au terme de physique ou psychologique. Bah psychologique. Mais c'est pire qu'une douleur physique. Après, je sais pas si c'est pire que l'endométriose, mais c'est dur à comparer avec ces douleurs psychologiques et l'endométriose. Dans quel sens tu décris cette douleur? Qu'est-ce que tu veux dire? Et oui, j'ai vu que t'étais en lurk, Texi. Comment tu peux estimer qu'une douleur psychologique peut être plus douloureuse qu'une physique? Comment elle se décrit comme tu la ressens? Comment tu la ressens? Ah non, mais en fait, c'est quand je disais que c'est pire qu'une douleur physique, c'est pire que toutes les douleurs physiques que j'ai jamais ressenties. Je dis pas que c'est plus douloureux que, par exemple, toi, l'endométriose. Vu que je peux pas, j'ai pas d'endométriose, je peux pas comparer parce que je pense que tu douilles pas mal avec ça. Mais ces douleurs psychologiques, c'est plus douloureux que toutes les douleurs que j'ai jamais ressenties. Comment tu l'as décrit? Je pense sensation de brûlure, de suffocation. Ben, en fait, je peux pas le dire sur Twitch, en fait. Surtout si je mets la rediffusion. La douleur est un mécanisme du cerveau qui dit que ton corps a un souci, d'où le fait que je te demande comment ça se ressent. Ah ouais, en fait, c'est dans la poitrine, dans le cerveau, en fait, c'est c'est pas physique, en fait, mais je te dirai en privé, Texi, parce que je peux pas dire sur Twitch. C'est trop hardcore. Enfin, je vous le dirai sur le chat en commun, sur les girlies. Moi, je dirais que j'ai l'impression que ça me salade le cœur, quelque chose comme ça. Oui, c'est bah, comme je disais, c'est dans le cerveau, c'est dans la poitrine. Même des fois, t'as mal dans tout le dos. Vu que c'est quand même une zone nerveuse assez. Et puis moi, toutes les douleurs physiques que j'ai ressenties, ça passait avec quelques médicaments, quoi. À part la fois où j'ai eu le calcul là, mais c'était quand même moins pire, quoi.
Donc voilà pour mon témoignage. Je sais pas si vous voulez rajouter des choses, si vous avez d'autres questions. En fait, la douleur, c'est un peu comme si tu avais un énorme chagrin, mais constant. Tu peux répondre à Koala Relax maintenant, je pense que tu demandais s'il y avait quelque chose de bien pour le futur, pour aller de l'avant. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce que je mettais en place pour aller mieux. Déjà de sortir, de voir des amis, de travailler, de m'occuper de mon chat, de parler à ma famille, parce que je ne l'ai pas précisé, mais avec ma famille, ça va quand même mieux. Des projets voyage, oui, aussi mes projets voyage. En tout cas, tu as l'envie que ça aille mieux, oui. Et puis même beaucoup de réflexions philosophiques sur ma vie, sur ce que je veux faire, sur qui j'ai envie d'être, tout ça. Enfin, beaucoup comment on dit introspection. C'est comme ça qu'on dit. Introspection, ok. Je mettais un S en trop. Et du coup, ouais. Je sais pas s'il est toujours là, quoi, là. Ah, si, toujours là. Mais bon, voilà, c'était ma petite histoire. Je sais pas ce qu'on pourra parler la prochaine fois, que je réfléchisse. Après, j'ai quand même d'autres troubles. Donc, on va parler de mes autres troubles très probable. J'arrive pas à parler probablement. Ah oui, du coup, moi, je te montre. Le petit jour. La fête nationale des Japonais. Demain, ils travaillent pas, les Japonais. Ouais, du coup, j'étais un peu en retard sur le live et il faudrait pas trop qu'on déborde parce que j'ai encore du ménage à faire. Repos demain. Ouais, pour les Japonais. Et pas pour nous. Pas pour moi. Enfin, quoique je travaille que 4 heures demain. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on arrête le live là parce que j'ai quand même beaucoup parlé. J'ai fini mon ménage, mais la vaisselle m'attend. Moi aussi, j'ai la vaisselle à faire. Et le sol ensuite. Et qu'il faut que je descende des trucs en bas. J'en aurai pas pour longtemps. Moi non, pas de questions. Ouais, mais toi, Mo, faudrait. Du coup, comme je t'avais dit en privé, faudrait voir si. Du coup. Enfin, t'as pas vu du coup le passage avec Psycho Quack. Mais en gros, faudrait voir si c'est à cause d'une situation, toi, que t'es déprimé. Mais je pense que t'es déprimé tout le temps, mais c'est juste en dormance pendant quelques temps. Et dès que t'as un obstacle, si j'ai vu en diagonale. Ah, d'accord. Ouais, du coup, il expliquait qu'il y a plusieurs causes de dépression. Et ouais, faudrait voir, toi, ce que c'est la cause de ta dépression et la traiter. Ou en vrai, le mieux, il faudrait que je voie un psy. Ouais. Ça fait combien de temps que je te le dis, ça? Mais bon, voilà. On va aller voir sur Twitch s'il y a des gens à raid.
C'est les gens qui n'ont pas beaucoup de viewers. Attendez, je vois plus le chat, je le remets. Sinon, on raid Lucibule. Hein. Il n'y a personne d'intéressant. Ouais, on va raid de Lucie. Honnête du coup. Non, ça aurait pas la même saveur. Go Lucie, ouais. 25 comptes chacun. Allez Ah. hop. Mais on le voit moins bien le sourire si elle est plus loin. C'est vrai, regardez. Vous en Merde, j'ai profitez mis- tout autant, vous croyez? J'ai mis un espace. Oui, le jeu. Alors écoutez. Bon, par bah rapport à merci ce d'être jeu, venu, merci d'avoir discuté Je dans vais le en chat. parler, hein. J'espère Mais que je suis pas forcément. vous comprenez mieux la dépression convaincue maintenant que grâce ça à la vous vidéo plaise. de Psy Donc, Cocoa qui n'hésitez est pas à me dire, j'ai besoin que vous soyez honnête. Vous savez très bien qu'en réunion intermédiaire du club. et on ce se que cherche j'ai en parlé, comité, est-ce que on tape maintenant le vous me terrain, connaissez on un peu sait pas mieux. trop quoi Bonne faire, soirée, on a oui, testé merci des Pinocchio trucs, d'être on passé, teste merci plein de Mo, trucs. merci Texi, C'est un merci test, Koala, Très clairement, merci tout c'est le un monde. test, donc, Je vous mets la voilà. petite outro Vous me et direz puis ce on que se vous voit en pensez. chez Lucie. Merci, Des bisous.